Ça me surprend un petit peu. Les vertus d'un texte. Ouais, effectivement. Monsieur Kelly, à votre tour. Alors moi, je n'ai pas fait de texte. Mes remarques vont aller beaucoup dans le même sens que Mathieu. Je pense que ma lecture est assez proche de la sienne. Ça va être plus anecdotique, plus fragmentaire comme propos. J'aurais préféré pas être ici ce soir. Suite à l'élection, j'ai eu une idée fantastique, un peu utopique. J'ai dit à mes amis souverainistes, je pense qu'on devrait se fermer la gueule pour au moins une année, que les souverainistes arrêtent de parler. Sur toutes les tribunes publiques sur Terre, on peut se parler en privé, on peut échanger, on peut essayer de trouver une meilleure façon de faire comprendre au peuple québécois ce serait quoi un horizon national intéressant. Et évidemment, mon idée n'a pas été jugée intéressante par la plupart des gens à qui j'en ai parlé. Alors, j'ai quand même décidé de me rallier, puis j'ai accepté quand même de prendre la parole. Et donc, j'ai accepté aussi de participer à cette table ronde, parce que, bon, Simon Pierre, j'ai lu les premières versions des chapitres de son mémoire, alors je me suis senti un peu solidaire de sa démarche. Et sur l'essentiel, je partage assez sa vision, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas eu la même socialisation politique, j'ai pas eu la même socialisation politique que Simon Pierre, ni que Mathieu. Je suis né, moi, en 1963, mais mes parents sont nés dans les années 30. Mes parents n'étaient pas des gens très politisés, c'était des gens traditionnels, religieux, mollement fédéralistes. Et les souverainistes, les indépendantistes, les séparatistes qui circulaient dans les rues, dans mon quartier, c'était des gens qui avaient des cheveux longs, qui fumaient du pot, qui étaient favorables à l'éducation sexuelle dans les écoles. Alors, c'était un peu des gens bizarres, des gens étrangers. Alors, moi, je me soucie beaucoup de comment les couches populaires des années 60-70 ont fini par accueillir cette idée-là, l'idée d'indépendance. Et l'idée d'indépendance est partie de loin, parce qu'au début, c'était une idée qui était très populaire chez les jeunes qui étaient assez turbulents. Puis c'était une idée qui était populaire chez des gens aussi très scolarisés, les professeurs d'université, les journalistes, pas nécessairement des gens qui partageaient beaucoup le quotidien des classes populaires. Alors, donc, c'est pour ça, moi, la lecture que tu proposes, Simon Pierre, je la partage, mais je trouve que parfois tu aurais pu mettre des nuances, parce que il faut accompagner le peuple. Moi, mon père, il est devenu souverainiste, à mon avis, autour de 1990-91, après l'échec de Minch. On ne parlait jamais de politique. Puis un soir, je pense que c'était un souper de Noël, il a donné un coup de poing sur la table. Il a dit « L'histoire se répète ». Puis là, j'ai compris qu'il était devenu souverainiste. Ça a pris une trentaine d'années, 40 d'années avant qu'il le devienne. Alors, on peut faire des grands discours sur c'est l'indépendance ou rien, c'est la grande rupture, mais il faut faire attention. On a perdu 2 référendums et le peuple a accompagné le mouvement en 1995. On s'est rendu à 1 point de pourcentage. Et le soir du vote, Jacques Parizeau a tout scrappé. S'il n'avait pas lancé sa phrase là, sur le vote ethnique, là, 5 ans plus tard, on avait un référendum. Je suis certain qu'on le gagne. Alors, le soir du vote, Jacques Parizeau a défini l'agenda pour les 20 prochaines années, où les souverainistes se chicaneraient autour de la question ethnique et autour de la question identitaire. D'un côté, les partisans de Gérard Bouchard, qui veulent construire un monde multiculturel, puis de l'autre, des gens qui défendent l'UNI. Puis, entre ces 2 extrêmes-là, moi, je me situe dans le milieu, puis j'aimerais bien ça qu'on en sorte. Parce que moi, je pense que les questions cruciales, les questions qui rendent la condition québécoise, qui rendent la situation des gens de la classe moyenne, des classes populaires, qu'est-ce qui insécurise beaucoup, c'est ce qui touche à l'économie.
c'est ce qui touche à l'économie. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre sur la génération X. Puis je pense qu'il faut prendre la mesure de ça, si on veut redéfinir l'agenda national pour les prochaines années. Alors, je vais revenir plus au livre, même si c'est un petit peu l'horizon dans lequel je patauge depuis quelques mois. D'abord, juste pour un peu s'encourager, il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Vilfredo Pareto qui a montré, il a essayé de montrer que dans l'histoire des peuples, il y a une espèce de loi des oscillations historiques. Alors, il y a une espèce d'alternance entre des phases de doute, de scepticisme et d'individualisme et des phases de grands mouvements collectifs, des extases religieuses, des grands mouvements politiques, de révolution. Et pour ça, je me dis, je pense que c'est pas foutu, c'est pas fini. Il faut avoir espoir, mais il faut être patient aussi. Il y a eu le printemps érable récemment. Ça aurait pu être le point de départ de quelque chose. Il y a des gens qui disent que c'était juste un mouvement narcissique, individualiste. Ces jeunes-là n'avaient pas à cœur le destin de la nation québécoise. Mais il y avait quand même la preuve qu'on peut, pendant quasiment 6 mois, là, occuper la Sainte-Catherine. 3 000, 4 000, 5 000 jeunes, des adultes aussi, au nom de la solidarité sociale. Moi, j'ai donné mon appui à ce mouvement-là, bien que je suis considéré comme un nationaliste conservateur. Mais moi, ça me fait penser que c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de se mobiliser. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de s'opposer à un pouvoir qui adopte des positions qui sont contraires à l'intérêt public. OK, alors, ta thèse, Simon-Pierre, au sujet du triomphe de l'étapisme, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. La façon dont tu racontes l'histoire de l'évolution, de l'idée souverainiste, à partir des années 60, en passant des années 70, 80, les virages, le fait que finalement le camp de l'étapisme a fini par assez souvent prendre le dessus. C'est assez convaincant. Je suis assez d'accord avec la lecture que tu fais, puis j'ai appris des choses assez intéressantes là-dedans. C'est comme une histoire par le haut, par les élites souverainistes. Dans un nouveau travail, toi ou d'autres pourriez aussi approfondir à la base, c'est-à-dire les jeunes boomers qui étaient dans les journaux, dans les médias, les jeunes indépendantistes qui écrivaient dans le journal Le Jour, dans Québec Presse, aux éditions Parti pris. Il y avait des artisans de l'indépendance qui, sur le terrain, ont beaucoup contribué à définir ce qui est devenu la pensée souverainiste dans les années 70 et 80. Alors, ça aussi, ça serait intéressant. Peut-être, je vois Robert Comeau, peut-être qu'il y a eu des mémoires de maîtrise ou des thèses qui ont été faites en histoire à l'UQAM, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une littérature qui existe, puis elle n'a pas été beaucoup exploitée. La ligne étapiste, elle n'a pas juste apporté des défaites. En 1995, lors du référendum sur la souveraineté, au début de la campagne référendaire, ça n'allait pas très bien. On plafonnait à 40-41%. Puis là, on a décidé de faire une coalition en embarquant Bouchard et Dumont. 2 étapistes. Je suis d'accord. La question restait, c'est une question qui appelait, comment dire, avec une échéance d'une année. C'était une question qui portait la philosophie de la rupture. Ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a passé de 42% à 49%? Bien, on a mis un peu d'étapisme pour rassurer des gens. Il y a des gens qui n'auraient jamais voté pour si on n'avait pas amené le petit Dumont, puis si on n'avait pas mis au devant de la scène Lucien Bouchard, en dépit de tous les reproches qu'on peut lui faire aujourd'hui, c'était 2 ingrédients importants. Alors, moi si j'avais à réfléchir sur cette question-là, il y a eu une dialectique dans le mouvement souverainiste entre, justement,
la ligne de l'étapisme, puis la ligne de la rupture. Puis parfois on s'est planté avec ça, mais la dialectique est importante, parce que le peuple québécois, il a peur de la souveraineté. Puis il a avancé lentement. On a passé en 80 de 41% à 49% en l'espace de 15 ans. On a avancé. Donc ça, il faut le voir. Mais il y avait une conjoncture d'événements aussi qui allait dans notre centre. La mort de Minch, l'échec de Charlottetown. Donc, il y a eu une cristallisation d'événements qui ont favorisé la montée de l'idée souveraine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être volontariste aujourd'hui, mais il faut être conscient que ce n'est pas juste avec des bonnes paroles et de la volonté qu'on peut arriver à de grands résultats. Et il faut que l'histoire nous aide aussi. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Il y a des éléments de circonstances qui font que la POC peut rouler pour nous autres. Il se place quand même beaucoup d'espoir dans le Parti québécois. Tu envisages que tu voudrais que le Parti québécois revienne à ce qui était la philosophie de la rupture. C'est pas dans la nature des partis politiques de devenir éventuellement oligarchique, de se bureaucratiser, puis d'avoir en son sein des gens qui pensent surtout à leur place. Je pense que la plupart des gens qui ont une place au Parti québécois travaillent de bonne foi. Mais c'est sûr qu'il y a des préoccupations parfois en termes de sécurité. Ils n'ont pas nécessairement non plus l'audace qu'ils avaient à 22 ou à 25 ans. Mais moi, je suis de l'école qui considère que c'est un mouvement politique, c'est pas un parti politique qui fait l'indépendance. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Hubert Guindon, puis il disait c'est pas un parti politique qui fait l'indépendance, c'est un mouvement social, un mouvement politique. Et en 1995, on avait un peu de ça. Les gens qui sont allés voter en 1995 savaient que c'était pas un truc, c'était pas le truc du PQ. C'était une coalition. Il y avait Dumont, il y avait Bouchard, il y avait Parizeau, il y avait le mouvement syndical, il y avait plein de monde là-dedans. C'était les aspirations d'un peuple, les aspirations nationales d'un peuple. Donc, moi, je suis assez sympathique au Parti québécois, mais il faut être conscient qu'il y a beaucoup de souverainistes qui sont ailleurs. Puis, il faut penser à ça. La dispersion de l'électorat nationaliste nous fait extrêmement mal actuellement. OK? Alors, il y a des gens chez Québec solidaire, il y a des gens chez Option nationale. Il y a une dispersion qui est profonde. Il faut s'attaquer à ça. Moi, je pense que ce que fait la force de la Révolution tranquille, il y a un texte, je me souviens de Paul-André Linteau, qui était excellent, dans un ouvrage qui était dirigé par Robert Comeau sur les 30 ans de la Révolution tranquille. Linteau disait les libéraux de Lesage, au début des années 60, ils ont proposé une nouvelle synthèse du nationalisme et de la question sociale. Les nationalistes au Québec, à la fin des années 50, c'est des nationaleux qui n'ont pas bien intégré la question sociale. Puis l'équipe de Lesage, ils vont produire une nouvelle mouture qui prend en compte c'est quoi une société industrielle moderne. Des gens qui travaillent dans des milieux urbains industrialisés. Il y a une question sociale là, qui est absente. Quand on parle de la question sociale là, au Québec, c'est beaucoup le discours des années 60-70. La situation de la classe moyenne s'est détériorée depuis une trentaine d'années. Il y a un clivage entre les générations. Moi, j'ai fait un livre sur la génération X et les écarts entre les X et les boomers, là, au niveau du revenu, par exemple, il est important dans les années 80-90. Puis là, récemment, j'ai découvert les données récentes là, sur les jeunes
qui ont 20, 25 ans. Il y a des écarts aussi importants aujourd'hui entre les jeunes qui ont 20, 25 ans, puis les gens comme moi qui sont au début de la cinquantaine. Il y a un nouveau clivage générationnel. Donc, il y a une espèce de complexe de problèmes qui travaille la société québécoise à sa base. Puis ça pourrit. Ça pourrit la cohésion sociale, puis ça pourrit toute la société québécoise. Et puis il y a aussi nos institutions. Il y a nos institutions, là, la famille, l'école, l'État, qui est en proie à un individualisme virulent, les ayants droit qui se présentent comme victimes, qui ont des droits, puis au nom de la charte, qui revendiquent des choses. Alors, dans le débat sur la charte, je pense qu'on a réussi, dans le mouvement souverainiste, à quand même poser certains jalons. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle synthèse, puis il y a un travail qui est à faire de la part des intellectuels. Il y a des critiques très intelligentes qui sont adressées à la famille aujourd'hui, au système d'éducation. Puis l'histoire du Québec, tu l'as souligné tout à l'heure, depuis les années 60, c'est pas un grand fleuve tranquille, là, puis il y a bien des choses qu'on a ratées. Puis on en est conscient, c'est peut-être ça aussi qui nous limite. Je vais juste terminer une dernière chose. Moi, je pense qu'il nous fait le plus mal, c'est au niveau de nos chefs politiques. Plusieurs de nos chefs souverainistes ont manqué de jugement dans des moments cruciaux. Je pense à René Lévesque, quand il s'est lancé dans une négociation avec les autres provinces pour négocier une nouvelle constitution avec Trudeau. Bon. Avec le recul, c'est facile à dire. Ça nous a coûté très cher. On s'est fait piéger, puis on a reculé. On a vraiment, là, sur le plan de nos droits politiques et constitutionnels, on a reculé. La phrase de Parizeau sur le vote ethnique, là, ça s'est vraiment échappé la POC. Le soir du référendum, on aurait dû l'empêcher d'aller parler sur l'estrade ce soir. On ne le savait probablement pas, là, mais ça nous a coûté extrêmement cher. La démission de Bernard Landry, crise d'amour propre parce qu'il n'y avait pas 80% d'appui. La démission fracassante de Lucien Bouchard, en question du vote, les déclarations de Yves Michaud. Puis l'erreur de Pauline Marois de ne pas avoir accepté la main tendue de François Legault. On avait un deal avec la CAQ sur la charte. Okay? Ça n'allait pas assez loin, d'accord. On avait un deal. Ça a été l'une des premières victoires depuis très longtemps. Puis on pensait, on s'est dit non, on va mettre la pédale au gaz, là, puis on va repartir la machine. Ça nous a pété d'en face. Alors, je pense, dans le choix du prochain chef, là, moi je me fous qu'il soit à gauche, à droite, qu'il soit étatiste, qu'il soit favorable à une ligne Parizeau. Je veux quelqu'un qui ait un jugement sûr. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Kelly. Après ces trois interventions, c'est là que je peux mesurer ma place douloureuse d'animateur où je ne peux pas, moi non plus, réagir, où j'aurais tant à dire. Viendez après, s'il vous plaît. Simon-Pierre voulait 5 minutes pour réagir. Moi, je vais peut-être en prendre moins, mais en tout cas... Et puis après ça, période d'échange avec la salle. J'ai pris plusieurs notes pendant les deux allocutions de mes collègues. Pour commencer, je veux remercier Stéphane et Mathieu pour les bons mots qu'ils ont eus à l'endroit de mon livre. Et je les remercie également pour les critiques qu'ils ont faites. Des critiques très constructives, mais auxquelles, cependant, je vais me faire un plaisir de répondre à l'instant. Alors, Stéphane, lorsque tu dis qu'il faut accompagner le peuple, qu'il ne faut pas être dans les grands discours, c'est précisément mon point. J'ai l'impression que c'est plutôt l'imaginaire du Grand Soir qui nous a condamnés dans cet esprit de limiter l'indépendance aux grands discours et aux grands concepts, au détriment des politiques effectives, au détriment d'une réelle gouvernance indépendantiste. La citation de Parizeau, je
Je dois avouer que je me demande bien comment on aurait pu empêcher le premier ministre du Québec de parler ce soir-là. Et qui était de surcroît le chef du camp du oui. Est-ce que c'était une erreur? Oui, évidemment. Par la suite, effectivement, ça a recadré le débat autour de la question identitaire, auquel plusieurs, dont Mathieu, dont Jacques Beauchemin, dont plusieurs autres comme ça, ont consacré pour dénoncer ce vers quoi les mouvements souverainistes, les partis souverainistes s'en allaient à ce moment-là. Mais il me semble qu'il y aurait eu moyen de se dissocier des propos de Parizeau sans tomber pour autant dans la posture idéologique dans laquelle les souverainistes se sont mis par la suite. Mais la démission identitaire n'était-elle pas une démission peut-être la plus apparente, mais une démission quand même parmi d'autres des souverainistes au lendemain de 1995? Ben justement, pour recadrer, pour reconnecter avec les vraies affaires, avec les préoccupations du peuple, est-ce que ce n'est pas justement par le politique qu'il faut réhabiliter? Oui, certes, quand les limites de la province nous le permettent, utilisons-les, j'en suis, mais lorsqu'elles ne le font pas, doit-on se conformer au cadre constitutionnel qui nous a été imposé? Là est la question. On nous parle de développement économique. Répondons en parlant du pont Champlain. Répondons en parlant de l'oléoduc qui se construit. Répondons en parlant de l'accord canado-européen sur le libre-échange. Parlons-en quand on est dans l'opposition. Je dis les partis souverainistes qui sont représentés à l'Assemblée nationale ou qui peuvent aspirer à prendre le pouvoir. Mais agissez une fois que vous serez au pouvoir. Maintenant, pour le printemps érable que tu as brièvement évoqué, Stéphane, pourquoi n'y avait-il pas de réponse indépendantiste également à cette question-là? Pourquoi le PQ, qui allait prendre le pouvoir quelques mois après, n'a jamais pointé du doigt la confiscation de l'appareil de recherche universitaire par Ottawa et la réduction des transferts fédéraux provinciaux? Pourquoi d'ailleurs, actuellement, avec le débat sur les retraites, n'y a-t-il pas une posture similaire? Bon, mais Stéphane nous disait que ça aurait pu aussi être intéressant d'approfondir d'autres points. Tu me lançais même l'idée, ou à d'autres, d'approfondir, par exemple, la question du journal Le Jour. Je peux te dire peut-être une demi-annonce qu'il n'y en ait pas vraiment une. Je suis en discussion actuellement avec Yves Michaud, qui a dirigé le journal Le Jour, pour peut-être publier un collectif de ses éditoriaux. Donc ça pourra faire la lumière sur une partie de ce journal-là. Maintenant, quand Stéphane disait l'étapisme en 95, ça allait bien pour deux raisons. Le lac Meech avait échoué, donc ça en a réveillé plusieurs. En même temps, il nous dit c'est l'arrivée de Mario Dumont et de Lucien Bouchard. On peut aussi pointer d'autres facteurs, comme la fameuse phrase de, comment s'appelait-il, le chef des patrons, Claude Garcia, qui avait dit on va écraser les souverainistes, puis que là, les émotifs comme nous sommes au Québec, d'un coup, ça a été un changement dans la direction du vent. On peut également parler de l'entrée des syndicats tardivement dans la campagne et de leur effort de remobilisation. Mais tout ça, ça revient toujours au même problème. Ça revient à faire de la souveraineté une question d'humeur populaire, de momentum, de calendrier, du moment où on va être capable de capter le moment où il y aura un excès de fièvre en faveur de souveraineté. Or, ce que tu appelles la philosophie de la rupture que je prônerais, je peux aussi l'appeler la philosophie de la continuité. Gérard Bergeron disait la Révolution tranquille. Pendant la Révolution tranquille, l'État est devenu ce qu'il faisait. Devenir ce qu'il fait, ça veut dire voir l'État-nation du Québec comme une construction réelle et comme une somme, et non pas comme quelque chose qui va aboutir au lendemain d'un grand soir, justement. Donc, comme une somme réelle. Maintenant, ça, il me semble que c'est tout le contraire de simplement des bonnes paroles ou d'une simple bonne volonté et d'une simple rhétorique discursive. Maintenant, ce qui concerne la croyance au PQ, je comprends ta critique, mais je ne vois pas d'autres véhicules non plus poindre à l'horizon. Et la dispersion, il me semble, qui est totalement réelle, le recadrage du débat autour de la gauche, de la droite, la division entre les générations, entre les classes sociales, tout ce que tu veux, il me semble que c'est le résultat direct de l'effritement du lien national. Maintenant, Mathieu qui parlait de conscience nationale amochée, est-ce qu'un indépendantisme franc et clair pourrait y remédier? C'est évident que demain matin, un indépendantisme décomplexé pourrait sembler, puis là on l'a vu avec la réaction à l'arrivée de Mario Beaulieu à la chefferie du Bloc québécois, puis peu importe ce qu'on pense personnellement du chef en lui-même,
Puis d'ailleurs, ça tu l'avais dit tout à l'heure aussi, il y a les bons souverainistes respectables qui sont des bons enfants d'école, et les mauvais qui pensent que ça devrait se faire. C'est à peu près ça. Il y a ceux, comme jadis Jacques Parizeau, qu'on appelle le Public Enemy number one au Canada anglais, et il y a ceux comme Gilles Duceppe et Lucien Bouchard, ou René Lévesque, qu'on a déjà rêvé premier ministre du Canada jadis, comme les enquêtes d'opinion nous le montraient. Bien, effectivement, on ne rattrape pas en quelques jours, en quelques semaines, ce qui a été négligé en des années. Ça va de soi. Il y a plusieurs façons de décomplexer l'indépendantisme. C'est soit dans les grands slogans et dans les « on veut un pays », dans les conseils nationaux, ou c'est justement dans la réalité que ça peut se faire. Maintenant, comme tu l'as dit, j'avais pris une note comme quoi tu critiquais le fait que j'accusais le référendum d'être une posture messianique, mais tu as ensuite dit par toi-même qu'effectivement je prônais la tenue d'un référendum, mais d'un référendum de ratification, que ça ne soit pas que le simple moment inaugural. Et permets-moi de te rassurer immédiatement, je considère que c'est une consultation démocratique très très louable, très respectable, la question n'est pas là. Mais est-ce que tous les espoirs, la création d'un nouveau pays doit-elle uniquement reposer sur ces quelques jours-là, où encore une fois on cherche à capter l'opinion publique parce qu'on va avoir fait d'assez belles campagnes de publicité? J'en doute fort. L'État n'est pas inexistant, certes, comme tu nous l'as dit, mais à partir du moment, parce que le souverainisme en lui-même, il repose sur le fait que le maximum de notre capacité provinciale est atteint. Le souverainisme est né du constat du plafonnement de la Révolution tranquille. Puis cela dit, je suis d'accord avec toi, la gouvernance péquiste est bien meilleure, bien plus appréciable que la gouvernance libérale. Maintenant, prenons la loi 101. Qu'est-elle devenue aujourd'hui? Stéphane Dion nous dit « c'est une grande loi canadienne ». Bien, il a raison. On s'en est offusqué, mais il a raison. La loi 101, aujourd'hui, est parfaitement respectueuse, après 200 amendements imposés par la Cour suprême du Canada, est parfaitement respectueuse du régime canadien. D'ailleurs, sa portée symbolique a complètement changé. On nous disait jadis que c'était une mesure d'affirmation nationale, que c'est un vrai geste d'indépendance, de reprise en soi. Et aujourd'hui, on nous dit que la loi 101 n'est qu'une manière d'avoir le droit d'obtenir des services en français si on en a la volonté. Maintenant, la possibilité de l'autonomisme. Ce que je me demande, c'est, pour commencer, qui va croire des indépendantistes qui vont soudainement jouer aux autonomistes? Je pense que la méfiance populaire va être rapidement au rendez-vous. Ça va être, OK, on sait que vous proposez une réforme du Canada, vous savez que ça va échouer, puis vous voulez choquer le monde, puis faire votre référendum après. Mais comment d'ailleurs le Canada donnera-t-il au Québec, alors que son poids démographique est plus faible que jamais, donnera-t-il ce qu'il ne donnait pas jadis? Et maintenant, où est-il cet autonomisme dans la société québécoise? Le mouvement autonomiste jadis avait son seuil de rupture qui s'est constamment baissé. C'était l'égalité où on fera l'indépendance. Il n'y a pas eu d'égalité, ils n'ont pas fait l'indépendance. C'était la société distincte où on fera l'indépendance. Il n'y a pas eu de société distincte, ils n'ont pas fait l'indépendance. C'était le statut particulier ou l'indépendance. Il n'y a pas eu de statut particulier, ils n'ont pas fait l'indépendance. Maintenant, François Legault nous dit l'autonomisme, c'est d'être riche, puis on va pouvoir signer la Constitution. Où est-il ton courant autonomiste, Mathieu? Maintenant, pour revenir à ta dernière recommandation, à l'effet que les candidats à la chefferie devraient lire mon livre, je t'en remercie. Mais maintenant, d'ailleurs, j'ai dédicacé et vendu personnellement une copie à Martine Ouellette, Pierre-Carl Péladeau et Bernard Drainville. Si vous connaissez les autres candidats, M. Serré, M. Lisée et M. Cloutier, n'hésitez pas à leur faire savoir que le livre existe et à leur donner une copie. Merci. Merci. Oui, c'est ça. Merci Simon-Pierre. Donc, c'est maintenant au tour de la salle.